Alors, bonjour à tous, bonjour la communauté business entourage, j'espère que vous allez bien. On va directement tester la technique. Est-ce que vous pouvez me mettre un message en commentaire pour être sûr qu'on entend bien, qu'on me voit bien, donc mettre un 5 sur 5. Je vous ai mis un petit lien dans le groupe aussi. Si vous cliquez sur ce lien, ça me permet après de pouvoir voir vos noms et vos prénoms et votre visage quand vous posez une question. Et si je vous rajoute votre question dans le live, ça permet aussi de voir votre visage, sachez-le. Donc, il y a un lien qui a été mis dans le groupe. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, et on va accueillir dans quelques minutes. Donc là, je vois un commentaire, par exemple, il est marqué Facebook user, parce que la personne donc, qui a dit salut Jérémy, elle n'a pas cliqué sur le lien. Salut Mohamedou, donc là, je te vois, par exemple. Donc ça veut dire que si je mets ton commentaire, voilà, on le voit avec ton nom, ton prénom, et c'est top. Donc aujourd'hui, un gros invité. Je suis vraiment content de l'avoir. Je vais prendre mes petites notes. C'est Jean Tesnas du Moncel, j'espère que je prononce bien son nom, il me le dira. Et on va parler vraiment du mindset. Vous savez, dans toute la première partie du programme et tout ça, on parle vraiment de l'importance du mindset. Et là, on a vraiment un champion, quelqu'un qui, au niveau mental, c'est juste exceptionnel. Et on va l'accueillir dans le live. C'est parti. Alors, je l'accueille. Bonsoir, Jean. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la communauté business entourage. Donc, Jean Tesna du Moncel. Dis-moi déjà si je prononce bien ton nom de famille, parce que je pense que tu as un nom de famille qui est plus long que le mien. Alors, c'est Jean Tesna du Moncel ou Jean Tesnas du Moncel ou Jean Tesna. Je pense qu'il n'y a pas de. Je m'en fiche complètement. D'accord. Moi, du coup, quand quelqu'un a un plus long nom que moi, j'essaye de voir si c'est prononcé le mien. Je vais te le dire, on va voir si c'est le dire. C'est Jérémy Van Obdenbos. Jérémy Valodenbos. Ouais, ben ça va, c'est c'est pas mal. Donc bienvenue dans le live. On va vraiment parler d'un sujet qui est passionnant et que tu représentes bien. C'est dans la tête d'un champion, dans le mental d'un champion. Mais avant voilà, t'es connu médiatiquement par rapport à Ninja Warrior. Mais le but, c'est vraiment de connaître ta personne, ton parcours et qu'est-ce que tu fais de si spécifique pour avoir de tels résultats. Alors la première question. Beaucoup de gens te connaissent dans le groupe, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Comme ça, on a le contexte de l'interview. Alors ça a bugué. Est-ce que c'est chez moi ou c'est chez lui? Dites-le moi. J'ai vu que ça a bugué. Alors, ça va peut-être revenir la connexion. Euh, ouais, c'est chez lui. Donc, on va attendre qu'il se reconnecte. En attendant, donc tous ceux qui ont mis Facebook user, donc ceux dont je vois pas les photos, cliquez sur le lien que j'ai mis dans le groupe, comme ça je vois. Donc François, Belnus, je vois bien. Narcisse, je vois bien. Mohamedou, je vois bien. Les autres, vraiment. Alors, je te rajoute, il y a eu une petite coupure. Je suis désolé, ça a marché Voilà, parfaitement avant et là j'ai eu un gros coupure internet. Mais bon, c'est bon, c'est reparti. voilà, c'est quand on est en pleine nature, bon, bah, c'est comme ça, hein. Alors, ouais, donc la question, c'était un peu te présenter au groupe qui tu es, pour qu'on sache d'où tu viens. Donc, voilà, on est tout oui, on t'écoute. Alors moi, qui je suis? Je viens de Troyes à la base. Après, j'ai déménagé un peu et j'ai fini à Montpellier. Où j'ai pratiqué pas mal de différents sports et pas uniquement des sports. J'ai aussi fait beaucoup de choses autres que le sport et notamment j'aime beaucoup bricoler, inventer des choses. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur à Troyes qui s'appelle l'UTT. Cette école d'ingénieur, c'était cool, mais je suis allé un petit peu vite, donc j'avais du temps. Donc en fait, j'ai fait une autre école d'ingénieur à Lyon qui s'appelle l'INSA de Lyon. Quand j'ai fini mes deux écoles d'ingénieur, j'ai hésité à être Ça a de nouveau coupé, donc je pense que il va se reconnecter. Euh, voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit, avec parfois comment dire, Internet qui fonctionne pas. Donc, je pense qu'il va se reconnecter. On va se remettre après. J'espère que ça va pas être comme ça toutes les 3 minutes. N'hésitez pas déjà dans le chat. J'ai reçu des questions à l'avance. Ouf, pourtant ça marche super bien d'habitude en connexion partagée. Ça va là? Alors maintenant, je commence à te réentendre. L'image est encore figée. Incroyable quoi. Je t'entends là, donc je Ça- t'entends. Si tu veux, c'est peut-être mieux que tu te déconnectes et Cool. te reconnectes. Parce que là, ah,
l'image a changé. Je pense qu'on retrouve la connexion. Je pense que c'est bon là. Je suis désolé. Hein. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On est tranquille entre nous, sache-le. C'est voilà, les gens sont cool ici. Donc si ça redéconnecte, bon, si ça déconnecte tous les 5 minutes, je pense que ça va être compliqué. Mais sinon, y a pas de souci. Donc voilà, tu disais que tu étais ingénieur et on t'écoute. Voilà, j'étais ingénieur et ensuite, suite à mon expérience d'ingénieur où je me suis dit, je sais pas si ça me plaît vraiment, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Une expérience très intéressante où j'ai vécu à Shanghai pendant un certain temps. Et suite à cette expérience à Shanghai, j'ai trouvé un boulot dans une start-up à Annecy où j'ai pu faire beaucoup de montagnes. Ça s'est pas bien passé du tout et donc je me suis fait sortir à moitié. Enfin voilà, je vous épargne les détails. Et j'ai retrouvé un boulot chez Decathlon en tant qu'ingénieur pour la conception des produits. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça. J'ai refondu les tentes de trek Decathlon et là je travaille sur les matelas. Et donc voilà. Et j'ai commencé Ninja Warrior quand j'étais à Annecy. Et donc je me suis retrouvé à faire Ninja un peu sur un coup de hasard en Chine à Shanghai. Et en fait, quand je suis rentré en France, tout le monde m'a dit bah fais-le en France si tu l'as fait en Chine. Et donc je l'ai fait en France et ça s'est pas trop mal passé. Et en fait, d'année en année, j'ai fait de mieux en mieux. Jusqu'à la dernière saison où j'ai fait un poil moins bien, mais je reste plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Alors, je pense que il y a une résonance. Il y a un problème de son. Ouais, je m'entends deux fois. Attends, je vais t'enlever et je te remets. Alors, est-ce que là ça va? Donc moi, quand je suis seul, ça va. Je te rajoute. Est-ce que ça marche? Ça a l'air d'aller. Je croise les doigts pour que ça aille. Ça a l'air d'être bon. Et déjà, j'ai une question parce que tu es ingénieur, donc ça veut dire que tu as plutôt, toi, un esprit qui est rationnel? Oui, très, très rationnel. Je pense que c'est très bien. Ouais, moi aussi, je suis ingénieur, c'est pour ça, j'ai un esprit très rationnel. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est très dans le contrôle aussi, alors? Oui, énormément. Énormément, et c'est pour ça que je fais du parapente et pas du parachute. Ah ouais? Pourquoi? Parce que le parachute, c'est plus risqué que le parapente? C'est pas que c'est plus risqué, c'est plutôt moins risqué, a priori, en nombre de morts et tout. Mais en revanche, en parapente, on tient la voile. En parachute, on jette la voile et puis elle souffle, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc c'est il y a moins, c'est une question de lâcher prise. Est-ce d'ailleurs pour revenir parce que souvent les rationnels aussi, ils ont du mal à faire confiance aux gens. Est-ce que toi, t'es du coup aussi dans cet état d'esprit, c'est pas facile de faire confiance aux gens? Oui, complètement. Ouais. C'est tu vois, impossible de faire monter derrière une moto enfin, c'est très très compliqué. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Ninja Warrior, avant d'essayer de comprendre comment t'es arrivé, enfin, t'as déjà expliqué que c'était via Shanghai, mais est-ce que justement ce côté rationnel était un avantage ou un inconvénient pour Ninja Warrior? Je pense que pour Ninja, le côté rationnel, c'est clairement un avantage. C'est peut-être pas le côté rationnel, mais c'est le côté de capacité à lire les obstacles et d'avoir cette méthode de dire, OK, cet obstacle est fait de telle façon, donc je dois pouvoir réussir à passer de telle façon et en fait d'analyser. Et c'est une capacité d'analyse qui pour moi est vraiment très très importante, presque plus que la force physique par exemple. Et je pense que les gens qui vont loin dans Ninja, ils ont souvent cette capacité-là. C'est fou parce que ça, on s'en rendait pas compte. C'est vrai qu'on pense toujours. C'est vrai que Ninja Warrior, on dit bah c'est souvent ceux qui se font du sport et principalement des l'escalade qui vont réussir parce qu'ils ont l'entraînement spécifique par rapport à Ninja Warrior. Et puis c'est vrai que là c'est juste génial ce que tu dis parce que donc ceux qui se démarrent vraiment, c'est parce qu'ils ont un sens de l'analyse dans cette émission qui est plus développé que les autres. Donc c'est vraiment l'analytique, ça c'est un gros point fort alors pour vraiment se distinguer de gens qui ont raté. D'ailleurs, comment il s'appelait, Thomas Ebner, c'est ça? Oui. Lui d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a été bon, mais cette année qui a été éliminé à cause d'une erreur d'analyse ou une erreur de concentration. Ça peut être un peu les deux. Donc c'est ça qui fait la différence entre son Ninja Warrior, entre quelqu'un qui peut être bon et quelqu'un qui est très bon.
En l'occurrence, il m'a un peu sauvé cette année, Thomas, parce que l'erreur qu'il a faite, où il a oublié un claqueur en finale, j'ai fait exactement la même erreur. Ah Malgré ouais? toute ma concentration, j'ai fait la même chose. À la différence qu'en en fait, il est passé avant moi, il s'est fait sortir à cause de cette erreur. Même en l'ayant vu faire l'erreur, j'ai fait l'erreur. Et en fait, sauf que moi, j'ai fait ce qu'on appelle un gibon. Je suis passé derrière, j'ai rattrapé le suivant et j'ai dit, oula, oula, j'ai oublié de claquer un truc. Et je suis revenu en arrière et j'ai reclaqué. Mais c'est-à-dire que même avec toute la concentration du monde, il était tellement tentant ce mouvement que tellement évident. C'est la première fois que moi je faisais cette erreur. Et d'habitude, je fais pas du tout d'erreur sur le parcours. Et là, je m'en suis voulu. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je fais un truc pareil. Et ouais, c'est donc ça peut arriver à tout le monde malgré toute la concentration du monde. Mais bon, de manière générale, oui, il y a pas mal de monde qui se font sortir sur des erreurs de jeu, de jugement, de technique. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Parce que justement, là, oula, là, ça revient. Attends, je vais te ressortir parce que j'ai entendu nouveau le réverbère. Attends, hop, voilà. Je pense que c'est bien. Donc justement, quand on parle de concentration, c'est vrai que c'est ultra important et on te voit et tu as une spécificité. D'ailleurs, dans les premières émissions surtout, donc des premières saisons, on t'appelait le lion en cage. Tu étais avec tes écouteurs, tu tournais en rond. Est-ce que c'est un rituel que tu as mis en place pour te mettre dans une bulle? Est-ce que tu peux expliquer ça? C'est quoi ce rituel en fait? Est-ce que tu en avais besoin? Et qu'est-ce que ça te provoque de te mettre dans cette configuration-là? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, donc tu as les écouteurs, tu tournes en rond. On sent vraiment le lion en cage qui est prêt à surgir. J'ai pas du tout fait exprès en fait d'être comme ça. Je pense que ça a surpris tout le monde. Euh, Ce qui est drôle, c'est que pour résumer un peu ce qui s'est passé sur la première saison, moi j'avais été pris. Il m'a demandé, enfin j'avais demandé à venir, il m'avait dit OK. Et 2 jours avant, ils m'ont dit de pas venir parce que ils cherchaient que des professionnels. Et ils se disaient que j'allais pas y arriver. On s'est parlé avec la directrice de production parce qu'elle avait eu la gentillesse de m'appeler directement et j'ai trouvé ça a vraiment fait la différence parce que du coup, c'est ça qui fait qu'ils m'ont gardé. J'ai défendu ma cause. Elle m'a dit OK, pas de problème, on te garde. Et en fait, je suis arrivé devant cette qualification. Je savais que j'avais normalement pas spécialement de problème pour le faire du tout. Je la sentais bien. Mais j'ai eu trop peur de faire une erreur. Et en fait, on n'a qu'une seule chance sur Ninja. Et donc, en fait, je me suis mis les écouteurs, j'ai mis ma playlist. Et là, je me suis fondu dans la musique et je me suis refait tous les mouvements un par un. Et le stress est monté, 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 monté. Et je me suis dit, bon, bah, je vais m'en servir pour m'obliger à être concentré et pour faire monter de l'adrénaline dans mon corps pour avoir de la puissance physique. Et donc, j'ai fait monter volontairement ce stress. Et pendant 2 heures avant, j'étais à fond, je faisais monter le truc, je m'isolais du monde, plus personne me parlait. Et en fait, quand je suis arrivé sur le parcours, j'étais complètement fou, je tenais pas en place. Et je fais le parcours. Ça se passe super bien parce que je fais 1 minute 30 et que le deuxième meilleur temps, qui était un professionnel du parcours, avait fait 2 minutes 10. Donc je pense que ça a beaucoup joué au fait que les gens se sont dit ah ouais quand même il est intéressant et aussi ce comportement de lion en cage a vraiment un peu interpellé et ce qui est marrant c'est que je l'ai pas du tout calculé, je l'ai pas du tout préparé, ça s'est fait naturellement et en fait le lendemain j'ai eu mal j'étais crevé pendant 2 jours parce qu'en fait ça m'avait tellement fatigué de me mettre dans cet état que des saisons en saison j'ai appris à moins stresser et à stresser au dernier moment. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ouais, ce mode ultra concentré, c'est pas du tout quelque chose que j'ai calculé volontairement ni rien. C'est vraiment un truc qui s'est fait naturellement, quoi. Il y a tellement de choses que tu as dit ultra intéressantes et j'ai retenu un point qui est franchement, c'est cool que tu l'aies dit. Ça veut dire que quand tu t'es présenté à Ninja Warrior, au départ, ils ont dit non, on pense pas que tu es capable. Et alors qu'aujourd'hui, on sait que tu es le seul gagnant français, le seul au monde. Enfin, tu es dans les 10 au monde à avoir terminé. Mais au début, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va chercher un boulot, qui donne son CV, on lui dit non, c'est pas pour toi, alors qu'en fait derrière la personne elle est ultra qualifiée. C'est ça que tu as vécu. Donc au début ils t'ont dit, ils ont jugé que t'étais pas bon, c'est ça? Ouais, en fait, ils cherchaient des sportifs professionnels, des gens qui avaient un niveau qui était reconnu dans leur sport. Et moi, je suis absolument pas ça. Moi, je suis un sportif amateur qui fait ça pour le plaisir. Et, euh, et en fait, ouais, ils m'ont dit, écoutez, bah voilà, vous faites pas partie des sportifs pros et vous avez déjà essayé Ninja dans un autre pays.
et vous avez pas gagné. Alors ce qu'ils savaient pas, c'est qu'en fait j'avais pas eu l'occasion de gagner. J'avais simplement fait les qualifs et j'étais rentré en France. Donc en fait, ils considéraient que j'avais pas ma chance et j'ai dû pousser un peu la porte pour leur montrer, leur remontrer, leur dire regardez là j'ai réussi en Chine, je l'ai fait, j'étais pieds nus et j'écoutais de la musique, j'ai gardé mes écouteurs pendant le parcours. Et du coup, en fait, en poussant un peu fort, ils m'ont dit ah ouais effectivement c'est intéressant. Bon bah allez go. Et à la base je devais le faire pieds nus et en gardant mes écouteurs. Et à la dernière seconde ils m'ont dit ah non finalement t'as pas le droit. Et c'est là que ça a un peu brillé dans ma tête parce qu'on m'avait dit que je pouvais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Donc je me suis adapté en me mettant la pression. Moi ça me détendait de me dire je peux le faire avec les écouteurs. Si je tombe je dis que j'étais là pour rigoler. Là j'avais plus Ouais. de backup pour dire que j'étais là pour rigoler. J'étais là pour être sérieux. Et du coup, en fait, quand tu dis que tu arrives à te mettre dans ce cheminement du lion en cage, en fait, quand tu dis qu'après, t'es KO après ça, est-ce que tu rentres quasi en transe? T'es quelqu'un qui arrive à rentrer dans une transe. Euh, est-ce que c'est de la transe dans l'état dans lequel tu es ou? Non, je sais pas si on peut appeler ça une transe du tout. C'est simplement que je me concentre sur mon objectif et j'arrête de m'occuper des gens qui sont autour de moi. En fait, j'arrête de donner enfin, je continue à regarder ce qui se passe. Je suis encore attentif à ce qui se passe, mais j'arrête d'avoir des interactions avec ce qui est extérieur à moi-même parce que je considère que ça peut me détourner un peu de mon objectif. Donc en fait, je vais rester plutôt à l'intérieur de moi, on va dire, mentalement. Et du coup, ça va me permettre d'être peut-être plus concentré au moment où j'y vais. Mais c'est très difficile à décrire. Et je me souviens que quand j'ai fait le parcours sur la première saison, c'est là que j'avais été le plus dans mon truc. J'étais ultra concentré. Et en fait, quand je suis arrivé au bout, je me souviens avoir vu mon champ de vision faire comme ça. Parce qu'en fait, j'étais Ah tellement ouais. concentré que je voyais plus autour de moi. Ah Alors, c'est ouais. pas la chance, mais j'étais juste comme un cheval, quoi. Comme ça. Ah ouais, t'étais vraiment dans le focus. C'est fou. Et tu disais que tu arrivais à transformer ce stress en quelque chose de positif. Comment tu arrives? Parce qu'il y a des gens, ils vont avoir un stress qui est négatif. Comment tu arrives à switcher un stress négatif en un stress positif? Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Moi, j'ai toujours été très stressé de base, naturellement, mais vraiment très stressé. Et en fait, quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup porté préjudice. Et en fait, je pense que quand je suis arrivé sur Ninja, j'avais encore le stress négatif et le stress positif, à savoir que j'arrivais à à me maîtriser pour faire de mon stress naturel quelque chose de positif à la dernière seconde. Et en fait, ça, c'est marrant, c'est issu de test parce que sur la première année, je stressais très tôt. C'était Mhm. négatif et positif. Sur la deuxième année, je me suis dit, bon, bah, ça marche, alors je continue. Et en fait, j'en suis arrivé à me faire stresser tellement tôt que je me faisais stresser volontairement parce que j'ai appris à force à réussir à faire monter le stress en pensant à des choses stressantes pendant mes entraînements. Sauf que je l'ai tellement fait que je me suis fait un ulcère à l'estomac. Pardon, je me suis fait un ulcère à l'estomac. Et donc, j'ai dit non, non, stop, là, j'arrête. Et maintenant, j'ai appris à faire le contraire, à savoir à ne pas du tout stresser avant, mais pas du tout. Et en fait, je me mets aucune pression et je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, je me suis jamais entraîné pour Ninja et j'ai toujours fait du sport beaucoup, mais pour le plaisir. Et quand j'arrive sur Ninja, je me fais stresser à la 15 dernières minutes, mais pas plus tôt. Et ça me permet d'être vachement moins fatigué. Mais en fait, c'est par des essais et aussi parce que j'ai appris à faire varier mon stress assez facilement à volonté. Donc en fait, je peux me dire, ok, là j'ai besoin de stresser, je pense à mon truc. Après, bon, c'est facile de stresser quand on est sur le plateau, hein. Il y a des caméras de partout, c'est facile. C'est vrai. Et après, quand j'ai envie de déstresser, bah, je pense à autre chose, je me mets en mode relax et hop, ça descend. Et on peut savoir, si c'est pas indiscret, à quoi tu penses pour te mettre dans un stress et pour enlever le stress? Pour me mettre dans le stress, bah, quand je suis sur Ninja, je pense au parcours, hein. Je pense D'accord. au parcours et je m'imagine en train de passer dessus et de faire des erreurs. Et du coup, ça monte l'énervement parce que j'ai pas envie de faire d'erreurs. Et quand je veux me déstresser, ah bon, ça je saurais pas dire, je me relaxe et je pense à autre chose. Et puis du coup, je sors de ma bulle, je parle aux gens et hop, ça retombe tout seul. Super. Justement, on va parler de la bulle. Donc, c'est vrai que nous,
de l'extérieur, on voit le show, mais il y a les coulisses du show. Et moi, j'ai été sportif aussi. J'ai été à haut niveau dans la natation. Et dans la chambre d'appel, parfois, et ça se passe aussi aux Jeux Olympiques, on l'a fait avec Michael Phelps, tu vas avoir un adversaire qui va te sortir une pique assassine pour t'amener dans une énergie ultra négative. Alors, c'est dans le haut niveau, ça arrive. Moi, ça arrive avec moi et il faut savoir vite être dans sa bulle comme tu le fais ou savoir switcher. Est-ce que il y a ce phénomène-là aussi, sans citer de nom, mais dans Ninja Warrior, où il va y avoir des concurrents qui vont essayer de te déstabiliser quelques temps avant que tu rentres sur le parcours, ou bien c'est bon enfant et c'est une famille? De manière générale, Ninja, c'est ultra bon enfant. Ça reste une compétition, évidemment. Mais c'est une compétition qui dit pas trop son nom parce qu'on va pas être en mode. Moi, j'ai fait de la gym quand j'étais jeune et j'avais détesté l'état d'esprit que j'avais vécu dans mon club parce qu'on se tirait dans les pattes et tout. Là, pas du tout. Là, l'idée, c'est allez, chacun fait de son mieux et de toute façon, le but, c'est d'aller le plus loin possible sur le parcours. Et tant qu'on n'est pas en finale, alors, en demi-finale, il y a des 1 contre 1, donc ok, là, il y a peut-être un peu plus de compète. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas trop d'impact, disons, de ce que fait l'autre. Tant qu'on va au bout, on va au bout. Donc, de manière générale, on n'est pas trop dans cet état d'esprit-là. Après, c'est vrai qu'il y a une manière de faire le truc. Moi, c'est marrant, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que sur Ninja, c'est tellement soumis à erreur que ma technique et ma manière d'aborder le truc, c'est que moi, je me dis, je vais pas y arriver. Et puis, je dis aux autres, notamment à ceux qui sont très forts, non, mais c'est sûr, cette année, c'est toi qui gagnes parce que t'es le meilleur, tu vas tout casser. Et en fait, ils prennent tellement la confiance, et ça, c'est une vérité. Si les gens sur Ninja qui ont de la confiance, 99% du temps, ils tombent. Donc, je leur dis, non, mais toi, t'es une machine, c'est sûr, tu gagnes. Et généralement, bah, si tu leur dis ça, ils prennent trop la confiance et ils se la collent. Donc, après, c'est une manière d'aborder le truc, mais je préfère aborder le truc en me disant que je vais pas y arriver et que les autres vont y arriver. Et je leur dis, et puis s'ils se disent, ouais, trop bien, je vais gagner, bah, en fait, ils font n'importe quoi, ils tombent. Je confirme, moi je connais des gens qui ont participé et ils n'avaient jamais fait, ils pensaient qu'ils allaient gagner et ils ont été vite éliminés, tu vois. Et c'est très intéressant d'ailleurs le côté psychologique de déstabiliser les gens de manière en plus positive. Et c'est vrai que quand on a trop confiance, ça peut créer l'effet inverse. Et je voudrais parler d'échecs. Souvent, on dit que la réussite, c'est une succession d'échecs. Toi, tu as fait 5 fois l'émission. C'est la 4e où tu as vraiment su monter la tour des héros. Donc, pour ceux qui connaissent pas la tour des héros, c'est vraiment l'épreuve ultime où il faut monter une corde et atteindre vraiment, aller très très haut. Mais pour ça, il y a plusieurs filtres avec plusieurs parcours. Et les 3 premières années, t'as pas su arriver à la fin des parcours. Et donc, tu tombes. Et ça, je pense que dans Ninja Warrior, ça doit être un sentiment mais horrible de tomber et de se retrouver dans l'eau. Quand la première fois que tu es tombé dans l'eau, comment tu as réagi? Quelle a été ton émotion? Alors moi, la première fois que je suis tombé dans l'eau, c'était en finale de la saison 1. En fait, on est tous tombés au même endroit, sauf 2 personnes, Thomas et Valentin, parce que les deux s'étaient entraînés comme des dingues sur l'obstacle en particulier, et ils avaient acheté les bonnes chaussures qui collaient bien, et à l'époque, il y avait pas mal d'humidité. Donc j'étais pas spécialement dégoûté, j'étais dans la masse. La saison 2, j'étais un peu plus dégoûté parce que j'avais été premier de toutes les étapes. Qualif, demi-finale, finale, phase 1, j'étais le premier. Et à la finale, phase 2, je suis tombé sur une erreur où beaucoup de monde est tombé. Donc un peu dégoûté, mais sans plus. Sur la finale, phase 3, sur la 3e saison, j'avais encore été premier toutes les étapes. Donc qualif, demi-finale, finale, phase 1, finale, phase 2. Et je suis allé le plus loin donc de tous les candidats du jeu sur la 3e étape et je suis tombé à un jeté de la corde quoi et j'ai raté un truc et là j'en ai rêvé pendant des semaines parce que je me voyais rater le clip alors que j'étais encore en forme et tout, donc ça m'a pas mal travaillé et là je me suis dit parce que le gars de la saison 2 qui a gagné, Thomas Ballet, il a gagné, après il a dit je reviens pas, enfin il a gagné, il a pas gagné, il est allé à la corde, il a pas buzzé dans les temps, mais disons que c'était le meilleur. Il a dit, ok, ça y est, j'ai le statut de gagnant de celui qui allait le plus loin une fois, donc je reviens pas, je prends pas le risque. Et moi, sur la saison 3, évidemment, la question s'est posée. Puis je me suis dit, ouais, mais en fait, je m'en fiche du statut, même si je me ramasse à la saison 4, c'est pas grave, quoi. Et franchement, je suis parti à la saison 4 dans cet état d'esprit. Et là, j'arrive à la corde et je gagne, ce qui était un truc pour moi complètement inattendu. Sachant que les autres s'étaient énormément entraînés à la corde et moi pas du tout. Donc c'était juste un truc, j'ai pas trop compris.
Et à la saison 4, je me suis dit, bon, bah là, pour le coup, je suis le grand gagnant. Il n'y a jamais eu de gagnant. Je suis le 5e au monde à gagner. Donc, je reviens. Enfin, est-ce que je reviens? Je me suis un peu posé la question. Et puis, même réflexion, je me suis dit, bah, en fait, je m'en fous du statut de gagnant. Je veux juste jouer avec les copains. Donc, j'y suis retourné. Pas du tout pour gagner. Et là, je regagne. Donc, voilà. Et effectivement, il y a eu un constat d'échec à chaque fois qui m'a travaillé. Et c'est très fatigant en ninja. On dort pas beaucoup. Donc, c'est dur d'y retourner. Et à la fois, je sais pas quoi dire. En fait, y a rien à gagner à pas y retourner. Il y a tout à gagner à y retourner. Même si je rate, c'est pas grave. J'ai déjà été triple. Là, j'y retourne sûrement l'année prochaine. Si je rate la saison 6 et que je tombe au premier obstacle, bah, je suis quand même le triple gagnant de Ninja. Donc, ça change rien à ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, je vois pas de raison de pas y retourner. Et l'échec, pour moi, c'est juste, bah, en fait, c'est ce que vivent 99,9% des gens. Et puis, en fait, on a de la chance quand on est un gagnant, et on est normal quand on n'a pas gagné. Donc, en fait, il n'y a pas de raison de pas y aller, quoi. Ah, c'est fou parce que en fait, tu as répondu à la question, une question cruciale que beaucoup de gens se posent. Et moi-même, je suis touché par ce phénomène parce que quand on arrive à atteindre un haut niveau, bah, après, on a attendu au tournant. C'est comme les joueurs de foot. On prend Cristiano Ronaldo qui marque 30 buts une saison. Si la saison d'après, il marque 20 buts, voilà, les gens vont commencer à dire, il y a quand même le regard des autres qui est important. Et toi, ce qui est génial, parce que j'avais cette question, c'est vrai que il y a d'abord la pression de gagner, mais après, quand on a gagné, il y a une pression supplémentaire qui est le regard des autres. Si je rate au premier obstacle et passer de héros à peut-être, entre guillemets, oh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a foiré. Il y en a d'ailleurs, ça s'est passé cette année, qui étaient bons et qui ont eu cette année un mauvais parcours. Enfin, ça s'est moins bien passé. Et donc, en fait, ce que tu as dit, c'est pour ça que je le répète, quand on arrive à dédramatiser les choses et de dire, bon, bah, finalement, la vie, c'est un jeu, on va le faire comme un truc avec les potes, bah, ça permet finalement de dépasser ce regard des autres et ce regard de cette pression énorme qui est que, bon, on l'attend en tournant, quoi. Ouais, clairement. Enfin, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai appris à déstresser parce que je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et j'ai appris à déstresser grâce à mon boulot chez Decathlon où on m'a dit, bah, en fait, rien n'a d'importance. Et en fait, quand on se dit ça, c'est dingue comme ça change tout. Et maintenant, quand j'ai un problème sur un produit et machin, mais là où avant j'aurais été stressé ou même je fais une erreur, bah là j'avais conçu un tout petit truc comme ça que j'avais conçu vite et je m'étais planté. Bon, bah, voilà, ça arrive. Et j'avais fait une connerie, j'avais fait une connerie qui allait coûter pas mal d'argent à la boîte. Et en fait, au lieu de me dire ah non c'est horrible et tout, je suis allé voir les gens, j'ai dit bah, les gars j'ai merdé. Et puis sans stress, sans rien, j'ai juste assumé, j'avais merdé, bon bah voilà, j'assume les conséquences, s'il faut faire des actions, c'est moi qui les prends et tout. Et en fait, les gens, ils ont trouvé que mon comportement était vraiment intéressant pour ça. De dire, bah en fait, et ça c'est mon boulot qui me l'a appris, et j'ai aussi appris à l'appliquer en partie grâce à Ninja, à dédramatiser les choses et à se dire, quelle est la pire chose qui m'arrive si je rate? Ça, je suis pas mort, j'ai mes deux jambes, bon. C'est vous. Tu sais ce que tu dis, j'ai vécu la même chose à un autre niveau où moi j'étais je donnais en fait j'étais sur scène devant 50 personnes et je me suis tapé la honte, mais vraiment l'humiliation totale. Et puis j'ai eu le même réflexe que toi, je me suis dit je mal vécu pendant une nuit. Et puis je me suis dit bon bah écoute, ok, il y a 50 personnes qui ont ri. Je suis pas mort, j'ai toujours mes deux pieds et maintenant je sais c'est quoi le pire, et le pire finalement c'est pas très très grave. Et j'ai eu cette même philosophie, et le lendemain c'était fini. Et je suppose que toi tu as eu des déclics parce que tu as quand même dit qu'à un moment tu en as rêvé pendant 2 semaines. C'est là où vraiment tu as appris cette dédramatisation parce que quand tu en as rêvé pendant les 2 semaines, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ça a stoppé? C'est là vraiment que tu as eu le déclic, des dramatisations pour se dire bon, c'est pas grave, tu vas pas pourrir ta vie pendant 3 semaines ou 4 semaines sur ça, quoi. Non, ça faisait déjà un bout de temps que je le faisais et je pense que là où je l'ai vécu le plus le plus mal, enfin là où il y avait des raisons de le vivre le plus mal, c'était quand même sur cette année, la saison 5, où donc je grimpe la corde de 23 mètres. On m'avait demandé de refaire mon temps de la saison 4, à savoir 32 secondes 4.
Et donc, je regrimpe cette corde, je vais plus vite que l'année dernière. Et en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est que j'avais pas de décompte du temps. Et il y avait un journaliste en haut qui filmait et qui, pour m'aider, parce que lui avait le décompte, m'a fait le décompte oralement. Donc, il m'a dit 3, 2, 1. Et en fait, bah lui, il lisait un timer avec les 1,99. Donc, en fait, quand il m'a dit 1, il me restait 2 secondes. Et donc, moi, je me suis jeté sur le buzzer alors qu'il me restait une seconde de plus. Et je peux pas garantir que c'est ça, mais je pense que si j'avais eu un décompte avec les centièmes que je voyais moi-même, bah, j'aurais pris un peu plus de temps pour lever les jambes, pour juste aller taper le buzzer tranquillement. Et là, je me suis précipité. Et on le voit sur les images, j'ai un peu de temps de marge. Et en fait, du coup, ouais, là, j'avais des raisons d'être dégoûté. Ça m'a coûté d'être le seul au monde à avoir gagné 2 ans de suite et 80 000 euros accessoirement. Et c'est pareil, je suis redescendu, bah ouais, j'étais déçu, mais j'étais en train de redescendre. Et puis je dis aux gens, bah voilà, j'ai raté à ça. Et en même temps, je me disais, bon, de toute façon, j'espérais pas aller jusque là. Alors c'est que du bonus. C'est juste, c'est clairement, enfin, prendre du recul. Et en vrai, cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, hein, et toutes les autres. Hein. Et de temps en temps, je repensais à ma main qui tapait à 2 centimètres du buzzer, et je me disais, ah, et puis c'est pas grave. C'est ça, t'arrives maintenant à switcher. Mais du coup, la leçon à retirer de ça, c'est quoi la leçon à retirer de cet événement-là pour pas que ça reproduise? Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Est-ce que tu en as tiré une leçon pour l'année prochaine ou... Attends, désolé. Bah, la leçon qu'il faudrait en retirer, c'est qu'il faudrait s'entraîner spécifiquement. Mais moi, c'est un truc que j'ai pas trop envie de m'entraîner spécifiquement. Je m'entraîne déjà pour enfin, en montagne, pour l'escalade et tout. Et j'ai pas envie de passer mon temps à m'entraîner spécifiquement pour Ninja. Et donc, en fait, le truc, c'est que je pourrais pas changer les choses. Donc, si je devais retourner à la corde, ce qui est, je pense, quasiment impossible, hein. J'ai déjà eu de la chance d'être un des seuls à y être allé 2 fois au monde. Et je dirais aux gars, s'il vous plaît, mettez-moi un décompte visuel, une télé, un retour télé que je sache où j'en suis. Et en revanche, il n'y a pas trop de leçons clairement sur ce point précis à en tirer. Il y en a plutôt sur la manière de vivre les choses, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. C'est vrai que l'année prochaine, ils vont peut-être te mettre un décompte et c'est ça qui va faire que cette fois, c'est l'année prochaine, tu vas l'avoir, tu vois. Donc c'est ça la leçon, c'est que tu as osé t'imposer en disant bon, prochaine fois, mettez un petit chrono comme ça on voit. Après, le plus dur, c'est pas d'arriver à la corde, hein. C'est tout ce qu'il y a avant. Ah oui, c'est parce que c'est ça aussi, parce que déjà, je pense que 90% des gens, même 99% des gens, ne seraient pas faire la corde tout seul, mais c'est vrai qu'il y a toute une fatigue accumulée parce que entre la corde et les autres épreuves avant, vous avez combien de temps de récupération? En fait, la manière dont ça se passe, un tournage, c'est qu'on a les qualifications qui vont être un premier jour. On va se coucher à 4 heures du matin, 4-5 heures. Ensuite, en fonction de ce qu'on doit faire le lendemain, on se réveille. Souvent, on se réveille à 9 heures pour prendre le petit-déj. Et soit on a le temps de dormir un peu et de repartir en interview, soit on a une interview hier, juste après, on peut faire la sieste. Enfin, voilà. Après, on repart en tournage pour la demi-finale. Donc, on n'a pas beaucoup de sommeil dans les pattes. Ensuite, si on est qualifié en finale, on a une nuit de sommeil et on repart en tournage. Et sur le tournage des finales, on a un parcours 1 où on va avoir donc le parcours qui était cette année d'ailleurs lunaire sur les bras. Moi, je pouvais plus plier les bras à la fin. Et là, on a 1 heure de pause avant le parcours 2. Donc en fait, il faut se refaire les bras et ça va. Donc moi, je tapais dessus pour virer l'acide lactique. Puis une fois qu'on a fait ça, si on passe le parcours 2, on doit enchaîner avec le parcours 3 sans s'arrêter. Le parcours 3, il y a 4 minutes de pause entre chaque obstacle pour les 2 premiers obstacles et 30 secondes de pause pour les 3 derniers obstacles. Donc il y a quasiment aucune pause. Et ensuite, c'est des temps limités. Et ensuite, avant la corde, je pense que j'ai eu... comme j'étais tout seul, il n'y avait pas grand monde d'autres, donc j'ai dû avoir 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être avant la corde. Donc ouais, j'ai pas eu des masses de repos et j'étais déjà bien fatigué. Mais ça travaille aussi. Tu prépares ça aussi, des trucs et astuces. Donc, tu as dit que tu te tapais les bras. Est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces pour récupérer plus vite? Et aussi, justement, en termes de nourriture, de nutrition, est-ce que pendant l'année, tu fais attention? Tu as une nutrition spéciale pour être prêt le jour J à Ninja Warrior ou tu vas pas
dans ce millimètre-là pour l'émission? Hum, Alors, bah moi, je fais énormément d'escalade et d'escalade de grande voie. Donc en fait, vu que je suis en escalade, enfin, en fait, ça fait beaucoup les bras et on se fatigue et on doit se reposer. Souvent, on grimpe une longueur de 40 mètres, on s'arrête, l'autre nous rejoint, donc ça fait une pause et ensuite on a donc une demi-heure de pause et on regrimpe. Donc ça, c'est peut-être un truc qui fait que je suis plutôt bon en récup aussi dans les bras, c'est que avec l'escalade de grande voie, ça aide un peu. Et ensuite, pour la préparation, sur la nutrition, moi j'ai un truc très spécifique. Je mange énormément de Nutella, beaucoup de Magnum au chocolat, beaucoup de mayonnaise aussi, de pâtes mayo. Non, je suis pas du tout. Enfin, je me nourris bien. Hein. Je mange des légumes, des pâtes et du riz et des trucs, voilà, des tartes, des trucs comme ça. Mais alors, je me refuse absolument rien. Je me gave de maillot quand j'ai envie de me gaver de maillot. Je mange 40 grammes de chocolat par jour. Enfin, et pour moi, la nutrition, je suis pas certain du tout que ça fasse. En tout cas, de mon expérience, pour l'instant, je m'en sors très bien sans. C'est ça. Ok, parce que c'est vrai, il y a dans le tennis, je sais, quand on prend des Djokovic ou quoi, ils sont tellement pointilleux sur ce qu'ils mangent et tout ça. Je me dis, tiens, est-ce qu'à Ninja Warrior, on va vraiment dans ce level-là pour le petit millimètre? Est-ce que d'ailleurs, tu penses aussi que peut-être que si tu avais une nutrition impeccable, tu aurais gagné une seconde sur la corde ou tu dis non, c'est ça, il n'y a pas de trop de lien entre l'énergie liée à la nutrition et ce millimètre sur la corde où tu es passé à une demi-seconde ou même pas, tu vois. Il y a pas mal de ninjas qui sont à fond là-dessus sur la nutrition et tout. Je sais pas du tout l'impact que ça a parce que j'ai jamais vraiment essayé. J'avais essayé une fois un truc à la spiruline qui a pas du tout marché. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression. Le seul moyen de savoir, ce serait de faire un test nutrition et puis d'avoir un truc normé où je fais, je sais pas, une course de trail ou une voie tous les jours. Mais c'est impossible de savoir l'impact de la nutrition réelle sur les performances. C'est trop empirique. Donc je Mm. saurais pas y répondre du tout. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête et puis ça marche très bien C'est sans. ça. Donc, toi, d'année en année, parce que ça fait 5 ans et l'année prochaine, ça fera la sixième année, t'as jamais réadapté ton programme, tu t'es toujours, tu fais tout de la même façon, tu t'es pas dit, tiens, je vais changer ça pour que l'année prochaine, j'arrive à ça. Non, c'est C'est toujours. peut-être ça qui est spécifique à moi aussi, c'est que j'ai pas de programme. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un programme d'entraînement, ça n'existe pas chez moi. J'ai jamais fait de sport pour m'entraîner d'ailleurs. Je connais pas ce mot. Moi, je fais du sport pour le plaisir. Donc, bah en fait, et après, j'aime bien me mettre dans le dur, hein, mais ça veut dire que bah j'ai envie d'aller grimper, je vais grimper. J'ai envie d'aller courir, je vais courir. J'ai envie de faire de la haute montagne, je vais faire de la haute montagne. Et puis ça va être une alternance de ah ça fait longtemps que j'ai pas fait le Mont Blanc. Bon bah je vais faire le Mont Blanc. Et puis ah bah ça fait longtemps que j'ai pas fait du dry tooling sur les piolets. Bon bah je prends mes piolets et puis je vais tirer sur les bras. Et voilà, et j'ai pas du tout d'entraînement carré. C'est juste quand j'ai envie, je fais ce que j'ai envie de faire. Je sais Ouais, pas c'est si ça. c'est une Mais bonne ou une mauvaise, mais ça marche. bah, tant que ça marche. Après, est-ce que tu penses aussi qu'il y a un peu de génétique ou tu penses que c'est vraiment le fait que tu es passionné et que tu es tout le temps, finalement, je pense que quand tu pas chez Decathlon, tu dois tout le temps être dehors à faire des activités. Est-ce que tu penses que il y a un côté aussi un peu génétique chez toi ou c'est vraiment non, tu te dis non, c'est parce que je fais tellement de sport que les autres n'ont pas l'habitude de pratiquer aussi parce que le dry redit un peu le dry. Attends, j'avais noté le Tooling. dry tooling, tu vois. Si tu peux expliquer parce que c'est vrai que moi je connaissais pas ce sport dry tooling. Est-ce que peut-être que c'est le fait que tu fasses des choses que personne ne font, bah, que tu arrives à des résultats que les autres n'arrivent pas à avoir non plus. Le dry tooling, c'est le principe de faire de l'escalade avec des piolets dans du rocher en coinçant la lame dans des fissures rocheuses. Ça vient de l'alpinisme, c'est pour s'entraîner quand il n'y a pas de glace, ben, on compense en se débrouillant avec le rocher en coinçant les lames. Mais c'est très spécifique et c'est très bourrin sur les bras. Et je pense pas forcément que ce soit ce genre d'activités qui font que je performe plutôt bien à Ninja. Je dirais que moi enfin, ce qui fait que je performe, c'est pas forcément génétique parce que je suis pas quelqu'un de très fort génétiquement. J'ai fait 25 ans d'escalade et je connais des jeunes qui ont fait 5 ans d'escalade qui sont bien meilleurs que moi. Donc eux, ils ont génétiquement, ils sont bons. Je pense que je suis pas mauvais, mais je suis pas bon. En revanche, je pense que ce qui fait la différence sur Ninja,
Ça va être que je suis très polyvalent et c'est un sport qui demande énormément de polyvalence. Ça va être, je pense que je suis capable de me préparer mentalement et de lire les obstacles quand je les vois plutôt pas mal. Et je pense que ça va être que les sports que j'ai pratiqués entre la gym, l'escalade et tout conviennent bien, et aussi que j'ai une chance insolente. Ça faut le dire, c'est un truc de fou. Bon, c'est souvent dit, souvent la chance sourit aux audacieux. Je vais te montrer une photo parce que cette année, dans l'émission de cette année, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs génial parce que c'est lié à un concept qui est important pour moi. Je vais te montrer la photo et on va en discuter. Alors, il faut juste que je la retrouve. Alors, 2 petites secondes. Voilà la photo. Est-ce que tu vois la photo? Oui. Voilà. Donc, tu es avec deux jeunes. Est-ce que tu peux dire qui sont ces deux jeunes personnes qui sont à côté de toi? À gauche, Clément, à droite, Antoine. Donc Clément et Antoine Gravier, c'est deux jeunes que j'ai croisés dans ma salle d'escalade à côté de chez moi, hein. Et en fait, je grimpais et puis on s'est croisés. Et les deux jeunes m'ont dit ah ouais, c'est toi qui as fait Ninja, machin. Et du coup, on a parlé, on a pas mal parlé. Et en fait, bah voilà, on a parlé escalade, on a parlé Ninja. Ils se sont mis à fond sur Ninja. Après, ils étaient encore trop jeunes pour le faire. Donc on faisait de l'escalade ensemble. Moi j'ai amené Clément faire sa première grande voie sur coinceur. Donc voilà, on a fait un petit peu de montagne ensemble. Et en fait, bah ils ont été pris pour la saison 5 de Ninja. Et en partie parce que aussi bah j'ai dit à TF1 les gars c'est mes jeunes parce qu'on s'entraîne ensemble, on fait du sport ensemble, on parle de Ninja ensemble. Et du coup, TF1 les a pris et ils ont été ultra forts cette année. Euh, Ils ont été ultra forts parce qu'ils ont un entraînement qui est monstrueux, bien plus carré et bien plus intense que le mien. Ils ont été ultra forts parce qu'ils sont dans la force de l'âge, parce qu'ils sont à fond. Et moi, j'ai apporté un petit peu d'aide en leur donnant un peu des petits tips, des trucs comme ça sur comment aborder les obstacles, comment c'était, comment il fallait faire et tout. Et ça les a aidés. Je me mettrai jamais du tout le mérite de ce qu'ils ont fait parce que c'est que grâce à eux. Moi, j'aurais juste apporté une petite grain de sel qui a peut-être un petit peu aidé à certains moments, mais voilà, de base, ils sont quand même très forts et ils sont motivés depuis des années, et notamment parce qu'on se connaît et que du coup, voilà, ils sont à fond. Parce que justement, la spécificité, et je trouve ça génial, c'est que tu as terminé premier, mais celui qui a terminé deuxième cette année, c'est un des deux frères. Je vais remettre la photo, je pense que c'est le plus jeune, c'est celui de gauche, Ouais, c'est ça? c'est Clément, c'est ça. Et Exactement. le message que je veux faire passer, c'est que tu as un peu été, tu l'as dit, tu leur as donné des conseils, c'est que finalement, parfois, on peut faire des rencontres, et une rencontre peut changer une vie. Je pense que le fait qu'ils t'aient rencontré, et qu'après vous avez échangé et que tu es devenu un peu leur grand frère ou leur mentor, à leur donner des conseils qu'ils n'auraient peut-être pas jamais eu, ils seraient peut-être tombés. En fait, on se rend compte que finalement, les rencontres, ça compte pour beaucoup dans une réussite. Et le fait de trouver aussi des mentors, bah, ça accélère la réussite aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu as été leur mentor et j'ai trouvé ça juste génial qu'il y en a un des deux qui a terminé deuxième et je pense que c'est pas anodin. Quand on s'entoure des meilleurs, souvent on dit que l'art de réussir, c'est l'art de s'entourer des meilleurs. Bah, je pense que c'est vrai. Alors, j'ai pas d'exemple concret beaucoup comme celui-là. En revanche, il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est que quand on regarde, souvent quand on regarde les meilleurs grimpeurs du monde, les meilleurs surfeurs du monde et tout, et ben en fait, généralement, ce que je trouve drôle, c'est que les meilleurs du monde, souvent, c'est une bande de jeunes qui se sont entraînés en même temps. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des jeunes qui, parce qu'ils s'entraînent en même temps, se sont tirés vers le haut à fond. Et en fait, bah, on a l'impression que c'est cette émulation et c'est pas un hasard si à chaque fois qu'il y a les meilleurs du monde, ils se connaissent tous depuis longtemps et c'est pareil, je trouve dans l'art. Souvent, quand on regarde des groupes, des groupes artistiques et tout, je sais pas des groupes de musique, mais en fait, on se rend compte qu'ils se connaissaient avant d'être connus. Ils faisaient chacun leur morceau de leur côté et en fait, ils sont tous devenus ultra connus parce qu'ils se sont tirés vers le haut, parce qu'ils se sont nourris les uns les autres. Et donc ouais, je pense que clairement il y a une émulation qui se fait par les rencontres. Et alors la deuxième chose aussi qui est ultra intéressante, c'est le pouvoir des recommandations. Le fait que, parce que c'est vrai que je pense que de Ninja Warrior, je pense que les castings, il y a 10 000 candidats à la base.
Et à la fin, vous êtes 200 pour les qualifications. Mhm. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a aussi le pouvoir de recommandation. Et vu que tu as donné un coup de main parce que tu les connaissais, et bien sûr, l'émission, vu que tu es la personne phare, le personnage phare de l'émission, bah, ils vont t'écouter aussi. C'est ça aussi, on voit beaucoup aussi ça dans des entreprises. Il y a des gens qui vont rentrer dans une entreprise grâce au pouvoir des recommandations. Et c'est aussi quelque chose de fort parce que peut-être que si tu les avais pas recommandés, ils auraient même pas été dans les qualifications. Et là, en fait, un des deux termine deuxième et l'autre est finaliste aussi. Ouais, c'est très possible. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi un truc que je pratique au boulot, tout ça, et même dans Ninja, c'est que je ne recommande pas quelqu'un si je crois pas en lui. Moi, j'ai des très bons amis en personnel, parfois où j'ai dû parler d'eux avec quelqu'un qui pouvait potentiellement les recruter. Et je dis très honnêtement à la personne, bah, oui, il a cet avantage, cet inconvénient, machin, mais j'ai pas voulu lui dire, waouh, ça va être ouf, incroyable, parce que notamment pour ce poste-là, j'étais pas certain que cette personne euh, était la bonne personne. Et du coup, je trouve que la recommandation, pour moi, ça doit être quelque chose qui est véritable, parce que si on recommande quelqu'un en qui on croit pas vraiment, le problème, c'est que ça détruit la recommandation en général. Et typiquement, les deux frères Gravier, je l'ai dit à TF1, j'ai dit, les gars, ils vont tout casser. Potentiellement, c'est très probablement un d'eux qui va gagner. Alors, en l'occurrence, ils se sont fait un peu piquer la place par un ancien qui avait un peu plus d'expérience, mais ça n'a pas duré et ils reviennent l'année prochaine et ils sont encore plus chauds pour tout casser. Parce que c'est vrai que bah, ils ont dû faire d'abord leur preuve avec toi, parce que si tu leur donnes la confiance et tu les recommandes, bah, ils ont dû d'abord créer la confiance avec toi. Et j'ai une question. Supposons que ce soit des gros bosseurs et tu sais qu'ils ont le potentiel de gagner Ninja Warrior, mais que derrière, dans les valeurs, la mentalité, ils ont vraiment des mauvaises valeurs. Est-ce que même si tu as quelqu'un qui est ultra bon, mais tu sens pas les valeurs derrière, tu vois, l'humilité, des choses comme ça, est-ce que tu les aurais aussi recommandées ou pas? Euh, Moi, perso, je pars du principe que je mets d'abord les valeurs morales largement au-dessus des capacités physiques ou techniques ou ce qu'on veut. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. Et j'ai toujours dit que je préférais 1000 fois quelqu'un qui était nul à ninja mais qui était sympa qu'un mec qui est très fort à ninja mais qui se prend pour je sais pas quoi. Et en fait, quelqu'un qui aurait été fort, mon honnêteté aurait été de dire si la prod m'avait demandé la question, alors je serais pas allé voir la prod pour dire prenez-le, mais si la prod m'avait dit qu'est-ce que tu penses de ce mec-là, on sait que tu le connais, j'aurais dit il est fort. En revanche, humainement, c'est pas un mec enfin, donc j'aurais été très honnête tout simplement. Et j'essaie d'être toujours comme ça. Et les frères Gravier, clairement, bah en fait, ils ont un super esprit et c'est ce qui est marrant. Vachement briefé aussi sur la partie esprit avant d'y aller. Je sais pas si ça marche encore. Ça coupe un Oui, petit ça peu, mais on marche. t'entend. Donc, ouais. D'accord. Et donc j'ai beaucoup briefé les frères Gravier sur l'état d'esprit à avoir avant d'y aller, en leur disant les gars, surtout vous y allez en disant que vous ne savez pas si vous allez y arriver, vous ne dites jamais que vous allez gagner. Et c'est drôle parce qu'ils m'ont suivi à la lettre. Et à un moment, Denis leur a dit est-ce que vous allez gagner? Et puis Antoine qui répond on verra, on peut pas prédire le futur. Et puis Denis lui répond ah ouais, on voit que c'est Jean qui vous a briefé pas que sur le parcours parce que il m'aurait fait la même réponse. Et voilà, et je trouve que pour moi, les valeurs humaines sont plus importantes encore, et je préfère bosser avec quelqu'un d'un peu moins doué et qui a des valeurs que quelqu'un qui a pas de valeur en fait, même s'il est hyper fort. Ah, merci pour cette réponse. C'est ultra important ce que tu dis. Et on voit qu'une réussite, c'est vraiment basé sur les valeurs. Et moi, je trouve aussi, souvent, tu sais, quand on commence à être habitué ou à prendre dans une émission, parce que ça fait déjà 5 fois, c'est vrai qu'il y a toujours un comportement qui change. Et toi, c'est fou, ça reste ultra humble, quoi. Tu changes pas. Et c'est très très compliqué hein, de se dire il y a les paillettes, il y a des strass, il y a les gens qui tu dois recevoir des compliments de tout le monde et ça fait changer. Et toi, honnêtement, c'est quand on voit tout le milieu. Alors Ninja Warrior, je considère que c'est pas la télé-réalité, mais c'est quand même de la télé. Quand on voit comment évolue le monde avec et de la télé-réalité, que ça part parfois en sucette au niveau des valeurs et que là on voit quelqu'un qui reste les pieds sur terre.
c'est juste incroyable. Et la question, c'est comment tu fais pour rester, malgré tout ce microcosme d'impact quand même, comment tu arrives à garder les pieds sur terre? Bah, je pense que déjà, moi, j'ai la chance d'habiter en montagne. Et du coup, bah, je vis pas trop toute la partie nu et tout, je la ressens pas trop. Oui, alors voilà, de temps en temps, je croise des gens. Bah là, j'ai fait une randonnée tout à l'heure avec mes frères, et puis j'ai croisé des gens avec un enfant. Ils étaient trop contents, ils ont voulu faire une photo. Mais je veux dire, en fait, il y a plusieurs choses. C'est déjà, je vis dans un environnement qui fait que j'ai pas trop de l'impression d'être connu, on va dire. L'autre truc, c'est que je fais de la montagne. Et quand on fait de la montagne, euh, on va se prendre des raclées tout le temps. À savoir, on va aller sur un truc qu'on pense facile et on va se faire exploser. Ou alors on va avoir un gamin de 14 ans, et moi ça m'arrive souvent, des gamins de 14-15 ans qui me mettent la misère en escalade, qui sont bien plus forts que moi. Et en fait, quand je vois ça, je dis, bah, en fait, voilà, je suis pas si fort. Et du coup, clairement, je pense que c'est pour ça que ça, en tout cas, j'ai l'impression effectivement peu d'impact sur moi, le fait de faire ninja. Et c'est vrai que sur l'émission, en plus, je fais aussi particulièrement attention de pas me laisser, de pas donner cette impression de ça y est, il se prend pour je sais pas quoi. Donc je me fais un devoir. Alors bah, en même temps, c'est une réalité. En fait, depuis la première émission Ninja, j'ai toujours le même short. Enfin, j'en ai deux et c'est les mêmes depuis 5 ans. Et en fait, je les utilise toujours et je les ai jamais changés. Et en fait, je me dis, bah moi, c'est un petit symbole de dire, regardez, je le répare, il y a du scotch dessus et tout. Et voilà, ça fait partie des trucs. Pour moi, c'est important de rester soi-même. Et je trouve que j'ai un devoir aussi de montrer aux gens qu'on peut être simple et pas se dire qu'on est le droit du monde parce que ça y est, il y a quelques millions de personnes qui nous ont vus pendant 5 minutes à la télé. Et pour moi, ouais, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui pensent que ça y est. En fait, la célébrité, pour moi, c'est pas ça qui doit faire qu'on se sent important. C'est pas les gens célèbres, les gens importants. Les gens importants, pour moi, c'est les gens qui font des choses. Et j'ai beaucoup plus de respect, moi, pour certaines personnes que je connais en montagne qui sont des tueurs en montagne que personne ne connaît. Et pourtant, ils font leur truc et ils sont incroyablement forts et ils le font pour eux. Et je trouve ça beaucoup plus beau et beaucoup plus inspirant que des stars de la télé-réalité sont juste mis devant une caméra et je sais pas, qui sont à moitié prostitués pour moi, hein. Enfin, voilà. Donc, il y a une manière d'aborder les choses qui était assez différente, je pense. C'est franchement merci, hein. Merci d'avoir dit ça parce que ça fait tellement du bien. Moi, je te dis, cette année, la finale, j'ai vraiment vibré. J'étais aussi un peu dans un autre monde dans cette finale-là parce qu'il y avait vraiment autant que toi, mais tous les candidats, des valeurs comme la compétition saine, comme l'humilité. Donc toi, tu as l'humilité. Quelles sont tes trois autres grandes valeurs? Donc, tu as parlé quand même beaucoup d'honnêteté. Deux autres valeurs qui sont importantes pour toi? C'est dur, ça. Euh, bah, la Le travail, simplicité, moi, ça me fait parler. Pardon? simplicité, ok. Ouais, la simplicité et la gentillesse, pour moi, c'est primordial. Oui. Et la gentillesse et oui, la générosité, effectivement, et la pugnacité. Pour moi, c'est important quand on mord de pas ouvrir la gueule et de continuer à bien croûter dans le truc et de pas le lâcher jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Et la gentillesse, parce que je suis complètement d'accord avec toi avec la gentillesse, parce que du coup, toi, tu es un gentil de nature. Pour moi, la gentillesse, c'est une des plus grandes forces. C'est vraiment une très grande force, mais beaucoup peuvent penser que c'est une faiblesse. Est-ce que il y a des gens qui ont abusé de ta gentillesse ou toi aussi, ça t'as su la transformer en une grande force plutôt que faire que les gens abusent de ta gentillesse? Moi, je dirais que la gentillesse, c'est jamais une faiblesse. C'est un peu compliqué parce que, par exemple, bah, enfin, je m'oblige un peu à faire des choses. Bah, sur Instagram, les gens envoient des messages. Et là, cette année, j'ai reçu, je sais pas, 2 ou 5 000 messages et j'ai répondu à chaque personne une par une. Et parce que je voulais laisser de gens sans réponse. En revanche, quand quelqu'un abuse,
je vais savoir lui dire, soit gentiment, mais j'essaie de. C'est pas parce que gentil qu'on se laisse bouffer en fait. Pour moi, il n'y a C'est pas ça. de rapport. Je sais pas si ça bug ou pas. Non, ça va, on t'entend. Bah, c'est toujours parfois ça coupe, Ça mais va. Pardon. ça reste fluide, ça reste fluide. Hmm. D'accord, mais D'accord. c'est vrai. Mais donc, ouais, voilà. En Ouais, tout cas, pour moi, la gentillesse, ça veut pas dire être un couillon. Ça veut c'est dire faire attention au maximum aux autres, essayer de tout faire pour donner ce qu'on peut aux autres. Et si on peut plus, si on voit que les gens nous prennent pour des cons, pour le coup, moi, j'ai aucune pitié. Les gens, je leur dis bah stop, parce que voilà, il y a un moment où faut savoir dire stop. super. J'ai encore deux dernières questions et après, si tu es OK, on prendra quelques questions du public parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient et pareil que moi par rapport à tes valeurs. Tu as parlé de l'environnement, tu as dit que le fait que tu étais dans la nature, ça te permettait de retomber un peu les pieds sur terre et de contrebalancer le côté Ninja Warrior, paillettes et tout ça. On dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Toi, c'est qui ton entourage des 5 personnes avec qui tu évolues le plus et que tu côtoies le plus? Allô, allô, je pense que ça a recoupé. Attends, je suis Ah, désolé. ça revient. On va mettre en partage d'écran. Ça marche là? Je t'entends, mais l'image est coupée. Là, je te revois. Ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est bon, désolé, il y a eu un bug. Vas-y, redis. Alors, j'entends le son. Ouais, c'est bon. Je disais, tu as parlé de l'environnement, la nature qui te permet de rester simple et les pieds sur terre. Et au niveau des gens, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est qui les personnes, ton noyau dur, les personnes qui gravitent autour de toi et avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur toi aussi? Alors, ouais, moi, clairement, de toute façon, c'est facile, j'ai ma zouze. Donc, clairement, on passe énormément de temps ensemble, on vit ensemble, elle a beaucoup d'impact sur moi. Je pense qu'elle m'a beaucoup adouci parce que je suis quelqu'un d'assez dur de nature, donc je peux être assez cash et rentrer un peu dans les gens sans même m'en rendre compte. Et donc elle, je pense que elle est dans l'humilité, voire même trop d'humilité. Et du coup, moi qui suis comme ça, disons, je peux paraître humble, mais je suis quand même quelqu'un qui, qui reste quelqu'un qui est tout le temps dans le défi et tout, et donc un peu égocentré. Et elle me réduit cette partie-là énormément. Euh, Ensuite, il y a ma famille qui est bah, en fait à la base de tout ce que je suis parce qu'en fait, j'ai une famille qui m'a énormément, énormément porté, qui a vraiment fait tout ce que je suis. J'étais un enfant vraiment, vraiment, vraiment malheureux. J'ai passé une enfance horrible. J'étais le vilain petit canard avec les enfants. Enfin, j'avais vachement de mal. J'avais très peu d'amis. J'étais vraiment euh, pas bien et j'ai été porté par ma famille et c'est eux qui ont fait que je suis pas devenu je sais pas quoi en fait. C'est eux qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu parce qu'ils m'ont toujours soutenu malgré tout et ils ont créé qui je suis et ça clairement je pense que ça joue énormément le contexte des gens avec qui on est et moi je dois tout à ces gens-là donc voilà. Ouais, c'est top, c'est top. Bah écoute, je pense qu'on va terminer sur cette question. Je vais prendre des questions du public, je vais donner le lien. Attends, je vais donner juste le lien pour que les gens puissent nous rejoindre dans le live. Alors, je copie juste le lien et je le mets dans le groupe. Alors, je fais juste la petite manip. Alors, ça te permet de faire une petite pause. Alors, Ouais. deux petites En texto. secondes. Ça passe vite, hein. Je sais pas si c'est passé vite pour toi 1 heure, mais on a déjà quasi dépassé l'heure. Alors, hop, je mets le lien dans le groupe parce que je sais qu'il y avait eu déjà des questions dans le groupe. Alors, hop, voilà. Donc, les gens dans le groupe, ceux qui veulent poser leurs questions et entrer dans le live, vous avez le lien que je viens de mettre dans le groupe et vous pouvez cliquer et comme ça, je vais vous rajouter pour que vous puissiez poser votre question à Jean. Donc voilà, j'attends juste que les gens se connectent. Peut-être qu'il n'y a pas de questions cibles, peut-être qu'ils sont timides, on verra. Et sinon, peut-être en attendant une question, c'est vrai que il y a l'aspect sportif, mais puis quand tu rentres dans une émission, tu dois signer des contrats, des choses comme ça. Là, tu es aidé par des gens, ça va avec des avocats, ça va avec des conseillers.
Est-ce que vous êtes payé par émission et vous pouvez discuter ou négocier un cachet? Comment ça se passe ça? Est-ce que c'est toi qui gères ça ou là on t'a renseigné, tu es aussi entouré pour être sûr que derrière tu signes pas n'importe quoi? Alors, avec l'émission, on touche rien du tout. Zéro. On donne nos droits à l'image, donc on gagne rien, vraiment rien. Euh, et en plus, ils nous empêchent même de diffuser des images de nous sur les réseaux sociaux, des vidéos de nous sur le parcours, par exemple. Ils bloquent tout. Donc ça, c'est assez frustrant. Et après, pour ce qui est des contrats, tout ça, en fait, moi, je suis un des seuls qui ait vraiment gagné de l'argent avec Ninja Warrior grâce à mes victoires. Mais en revanche, j'ai jamais eu de contrat de sponsoring pour aucune marque. Après, moi, si je le fais, ce serait qu'avec des marques qui m'intéressent. Et j'ai jamais eu de proposition ni rien. Et donc, en fait, non, je suis absolument pas dans ce monde-là et pas du tout suivi par qui que ce soit. Donc non, je fais ma vie. Et ça D'accord. change absolument rien. Alors, ça m'intéresserait d'avoir des marques ou des machins qui me proposent ou qu'on me propose d'aller faire des choses intéressantes d'autres émissions, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le cas et ça Avec me manque. avec quelle marque t'aimerais travailler? En attendant, dites-moi est-ce que vous avez bien reçu. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire si le lien est bien dans le groupe? Dites-le moi si vous voyez bien le lien dans le groupe et cliquez dessus pour venir poser vos questions. Ceux qui sont plus timides, venez quand même. Sinon, mettez-là vos questions aussi en commentaire. Je vais bien les lire maintenant. Et oui, donc si tu voulais travailler avec des marques, ce serait quoi le style de marque avec qui tu voudrais travailler? Plutôt des marques outdoor, évidemment, ou des marques qui ont quelque chose à offrir qui, moi, me touchent. Voilà, si, c'est plutôt ce genre de marque-là qui m'intéresse. J'ai eu des marques de cosmétiques qui m'ont proposé, mais je vois pas comment je pourrais pousser une marque de cosmétiques alors que j'ai jamais mis le moindre truc cosmétique de ma vie, quoi. Ah oui, Voilà. il y en a qui osent. Et peut-être, alors, voilà, dans les commentaires, mettez vraiment des questions. Ceux qui veulent rejoindre, c'est le moment. Alors, où est le lien? Dites-moi si vous voyez. Jean, je vais essayer de remettre le lien dans le groupe. Attends, je vais le mettre. Voilà, je l'ai remis. Le lien, il est en dessous de la vidéo du live. Donc, je viens de le mettre en commentaire. Cliquez dessus et comme ça, vous pouvez rejoindre le live. Dans tes concurrents, c'était qui que tu craignais le plus et c'est qui que tu apprécies le plus? Et craigner, c'est pas en mode négatif, c'est en mode celui dont tu avais le plus peur et puis celui avec qui tu t'entends Bien le sûr. mieux. Moi, j'ai pas peur d'un concurrent parce que c'est tellement aléatoire ce jeu qu'on sait jamais. J'ai juste un cheptel de concurrents dont je sais qu'ils vont être forts. Cette année, moi j'avais les frères Gravier, je savais qu'ils allaient être très forts. Il y avait Charles qui s'est entraîné, Charles Poujade, Ouais. pendant un an que à Ninja. Il a fait que ça. Thomas Hübner, évidemment. Nico Sercan était plutôt aussi pas mal entraîné. Et du coup, en fait, il y a un paquet de monde. Il y a Mathis qui a été vraiment solide, qui a fait troisième juste après Clément, et donc qui a été super fort. Et lui, je le connaissais pas, et je sais ça aussi, c'est qu'en fait, il y a des gens qu'on connaît pas, qu'on craint pas, et ils peuvent aller super loin parce qu'en fait, ils sont forts et on les connaît pas. C'est pas parce que quelqu'un Ah, est c'est pas ça. connu qu'il est fort. Donc moi, j'ai plutôt cet état d'esprit de me dire que tout le monde peut aller très loin. Et en revanche, des gens en fait, chaque saison, il y a des gens avec qui je passe beaucoup plus de temps et avec qui je deviens plutôt bien pote. Une des saisons, j'étais vachement pote avec Nico Mathieu. C'est comme ça qu'on a commencé la chaîne YouTube à faire des vidéos ensemble et des délires ensemble. Euh, une année, c'était Mehdi Hadim avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui est un double finaliste qui est vraiment trop sympa, qui fait du parcours à très haut niveau. Ensuite, je suis devenu très pote cette année avec Charles Poujade aussi, qui est un copain youtubeur. Et donc voilà, qui s'entraîne à fond pour Ninja et qui fait du parcours aussi. Et voilà, chaque année, en fait, j'ai Laura Mété aussi, avec qui j'ai passé vraiment une saison trop cool en saison 3 et qui est une fille topissime. Et voilà, à chaque fois, je me trouve des copains et, et chaque année, on a des groupes et on s'entend trop bien, quoi. D'accord, super. Alors, il y a des questions qui sont arrivées, je vais les mettre. Je ne sais pas si tu les. Alors, donc les gens les mettent plus dans les commentaires. Je ne sais pas si tu sais aussi, tu vois la question en dessous comme moi. Je ne sais pas si tu vois la Ouais, je la question. vois.
Ouais. Donc à propos de la musique, j'ai vu que tu as dans ta playlist I Am. Donc il y a des gens qui sont bien au courant. Donc je suppose que quand tu écoutes ta musique à tes écouteurs, né sous la même étoile, peux-tu dire que tu as transformé dans ta vie une frustration dans l'enfance pour une force? Oui, clairement. Ma playlist, elle est dispo sur Instagram bon, parce qu'on me demandait tellement souvent ce que j'écoutais que j'ai mis une publication Instagram avec tous les morceaux que j'écoute, comme ça au moins c'est transparent. Et en fait, oui, clairement, parce que j'étais vraiment, quand j'étais jeune, le l'enfant un peu pas très aimé, on va dire de mon de la classe. J'étais celui que les gens aimaient pas trop. J'étais celui que voilà, j'étais vachement mal et j'étais pas hyper respecté. Et en fait, je pense que c'est un truc aussi qui joue sur beaucoup de gens qui font des choses, disons, qui se poussent et qui vont au bout des choses. C'est que c'est des gens souvent qui ont été, qui ont une frustration de leur jeunesse et qui vont rentrer, qui vont se donner à fond à cause de cette frustration. Et donc voilà, moi clairement, ça vient de là. Et pourquoi tu étais mal aimé en classe? C'est parce que tu étais plus timide ou plus réservé? C'était quoi Je saurais pas décrire, je me laissais un peu marcher dessus, je pense. Je savais pas trop gérer avec les autres jeunes, enfin voilà. D'accord. Alors, il y a une autre question de Mohamedou, je te la mets. Quel est le sportif ou la sportive connue qui t'inspire le plus et pourquoi? Alors, je suis pas trop inspiré rarement par une personne, mais plutôt par des actions. Mais il y a quand même une personne qui, par l'ensemble de ses actions, m'inspire beaucoup, qui s'appelait Yuli Steck, Steck, qui en fait était un alpiniste qui est mort il y a 3 ans. Et en fait, qui était juste ce qu'on appelait The Swiss Machine. Alors, il aimait pas ce surnom, mais en fait qui est quelqu'un qui était d'une force, d'une rapidité extrême et d'une humilité incroyable. Et il y a un reportage qui s'appelle On ne marche qu'une fois sur la Lune, qui décrit bien en fait où on le voit justement raconter une ascension qu'il a faite, que les meilleurs alpinistes du monde voulaient tous faire depuis des années. Et en fait, lui, un jour, il est parti dedans. Son copain de cordée lui a dit j'y vais pas, je le sens pas. Et lui, il y est allé en solo. Il a fait l'ascension en solo, ce qui est juste improbable. Et en fait, le mec raconte ça avec tellement d'humilité que voilà, je trouve ça fou. Waouh. Ah, Et voilà. c'est super inspirant. Alors, ce qui est fou aussi, ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est vrai que les gens vont sortir quelqu'un qui est connu et toi, tu donnes justement, voilà, c'est nouveau, c'est des exemples de gens qui ont de l'ombre et, enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas, peut-être qu'il est connu, mais c'est fantastique, fantastique Il est ce qu'il connu a. dans le monde de l'alpinisme, mais pas plus que ça. Et en fait, il est surtout hyper inspirant parce que c'est quelqu'un d'hyper humble et de super fort. Et ce qu'il fait, en fait, bah, je connais personne d'autre au monde qui est capable de le faire. C'est trop dur, physiquement. Personne ne peut faire ça physiquement et lui, il fait ça en disant non, mais c'était un peu dur quand même. Ouais, c'est fou, il y a des gens comme ça. Alors, il y a un message qui est sympa, je vais le mettre. Euh, Voilà, hop, je vais te le mettre, c'est sympa. C'est merci beaucoup, cela va très influencer, inspirer mon garçon de 12 ans et bien sûr, c'est bon aussi pour mon cœur de maman. Est-ce que tu te rends compte que tu as de l'impact sur les gens et que tu inspires la jeunesse? Parce que je pense que déjà, est-ce que tu sens qu'il y a plus de gens qui font de l'escalade et est-ce que tu te rends compte que tu inspires plein de jeunes avec des bonnes valeurs? C'est une de mes plus grandes fiertés, c'est quand je reçois ce genre de messages qui me disent merci parce que mon fils s'est mis au sport, à l'escalade, et c'est clairement une des raisons pour lesquelles j'ai fait Ninja. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis ouais, cool, mission accomplie. Et ouais, je m'en rends compte et ça m'arrive souvent d'avoir, bah, quand je fais de l'escalade, des jeunes qui viennent me voir en me disant je me suis mis à l'escalade grâce à toi. Donc je trouve ça top. Ouais, ben, tu sais que moi aussi en regardant l'émission, ça m'a inspiré. Je me dis ah ouais, ça m'a inspiré aussi. Et donc toi, tu es quelqu'un qui m'inspire, tu vois. Et c'est top d'avoir des gens qui te permettent de te remettre en question sur certains trucs en disant ah ouais, c'est top. Et c'est vrai que moi, la plus grande chose que t'as mis en évidence, en tout cas par rapport à moi, c'est vraiment en saison 5 t'es resté pareil. Et ça, je me dis, ouais, quand on monte, il faut rester les pieds sur terre, c'est tellement important.
Alors, bonne question de Narcisse. Quelle est la différence entre un top 2 et un top 1 selon toi, Jean? Donc, c'est quoi la petite étape en plus pour, à part peut-être un peu de chance aussi, tu l'as dit à un moment, vraiment passer de la deuxième à la première place? Bah, moi, j'ai envie de dire, j'ai toujours un peu déploré le fait qu'on ne s'intéresse souvent qu'au top 1 et pas au top 2, alors que le top 2, finalement, il est tout aussi fort que le top 1. Et souvent, la différence entre les deux, c'est un coup de chance. Après, dans certains cas, effectivement, ça dépasse la chance et on est plus loin que ça. Et j'ai envie de dire, euh, je pense que il n'y a pas de, il y a pas de règle. Il n'y a pas quelque chose qui va toujours différencier un top 1 d'un top 2. Ça peut être un coup de chance, ça peut être un meilleur entraînement, ça peut être un moment de mentalement où le gars il a eu une explosion de volonté. Ça peut être plein de choses. Mais clairement, pour moi, euh, bah, fréquemment, on s'intéresse qu'au top 1, alors que le top 2, il a fait pareil, quoi. Il a fait pareil, un pouillem, ça se joue à rien. Et je trouve qu'on doit avoir un respect aussi immense pour eux, et même pour tous les autres d'ailleurs. Mais voilà, on s'intéresse trop aux gagnants à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Peut-être la différence aussi entre un top 1 et un top 2, c'est peut-être aussi l'expérience. C'est vrai que là, le top 2 cette année, c'était la première fois qu'il le faisait. Toi, ça fait 5 fois. Peut-être qu'il y a aussi toujours ce côté un peu expérience qui peut faire la différence, je pense. Clairement. Mm. Voilà, voilà. Dernière question. Ou s'il y en a d'autres dans les commentaires, dites-les. Alors, combien de temps consacres-tu à ta passion par semaine en moyenne? C'est vrai que tu as une vie où tu travailles, bah, tu l'as dit, chez Decathlon, entre le professionnel et le privé et passion. Comment tu agences tes journées en fait? C'est très variable en fonction de. Ça varie énormément. Je peux faire 4 heures de sport par semaine si je fais une semaine où je fais pas énormément de sport. C'est entre midi et deux, c'est le soir, c'est le week-end. Et puis quand je fais une grosse semaine de sport parce que je suis en vacances et que je pars faire un trip et tout, ça peut monter à 30-40 heures de sport. Ça m'est arrivé de faire 20 heures de sport en 2 jours, quoi. Mais parce qu'on fait de l'alpi et donc on s'arrête jamais en alpi et donc voilà, ça chiffre vite. Euh, mais en fait, en soi, je pense que je m'entraîne pas beaucoup par rapport à beaucoup de gens, parce que je prends des grosses pauses. Moi, je m'entraîne pendant 3 heures et après, je prends 2 jours de pause, parce que je trouve que Ouais, c'est important. Donc voilà, je pense que dans la gestion du temps, je fais avec le temps que j'ai. Il suffit de prioriser un peu et de se dire, bon bah voilà, entre midi et deux, au lieu de déjeuner, je me prends un sandwich et puis je vais courir, hein. c'est ça. Ok. Alors, j'ai une question d'Antoine. Je pense que tu y as déjà répondu partiellement. Est-ce que tu te fixes des objectifs chaque année? Et si oui, suis-tu une méthode? Alors, comme si moi j'ai bien suivi, tu as dit que tu n'avais pas forcément de programme. Je demande ça car je suis skater pro et je dois travailler mon focus pour avancer plus vite. Et pour rebondir sur cette question, c'est vrai que, par exemple, la corde où tu as fait, quand tu as gagné, tu avais fait 32,4 secondes, je pense. Est-ce que c'est vrai, rien que par exemple cet objectif-là, tu te fixes un temps précis ou non, tu te fixes pas des objectifs précis? Non, non, moi c'est peut-être un truc qui me fait défaut. Je me fixe jamais d'objectif parce que j'aime pas ça. Justement, sur le côté, je dis que je vais faire des choses ou je veux faire des choses que je peux pas forcément réaliser. Je préfère simplement me donner à fond tout le temps et partir du principe que si je me donne à fond, de toute façon, je peux pas faire mieux. Donc l'objectif en soi, j'en ai pas besoin pour avancer en fait. Donc bon, après, c'est ma manière d'aborder les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'objectifs. Moi, j'ai juste besoin de. Enfin, j'ai juste l'envie qui me porte, quoi. Ah, c'est Donc, ça. ouais. Parce que le but, finalement, un objectif, c'est de donner la motivation d'arriver à atteindre quelque chose. Et toi, comme apparemment, tu es dans un mindset où tous les jours tu donnes le meilleur, bah, t'as pas besoin forcément de te raccrocher à quelque chose parce que c'est déjà tellement ancré naturel chez toi que tu sais qu'objectif, pas objectif, chaque jour, t'es à fond, quoi. Et c'est vrai qu'il y a Ouais, des gens qui ont besoin de se visualiser un point d'arriver pour se donner cette motivation. Donc c'est ultra, ultra fort cette réponse parce que c'est très rare en effet que des gens arrivent chaque jour à donner le meilleur d'eux-mêmes sans avoir besoin de se créer un objectif pour y arriver. Donc bravo, bravo vraiment à toi. Et voilà, la dernière question, toute dernière question, Jean, c'est quels sont les trois conseils que tu peux donner au groupe? Voilà. Si tu devais agir comme un mentor pour Business Entourage,
et qu'avec cette envie de donner de la valeur aux gens et qui s'améliorent, qu'est-ce que seraient les 3 meilleurs conseils que tu pourrais donner au groupe Business Entourage? Si je devais donner 3 conseils, c'est de rester soi-même, je dirais. C'est de se donner à fond, quelles que soient les circonstances, quand on a envie d'un truc. Et c'est de prendre du plaisir, parce que pour moi, en tout cas dans le sport, je trouve qu'on l'oublie souvent. Et c'est vrai que moi, c'est ma manière d'aborder les choses, de me dire, je vais essayer d'aller chercher le sport comme du plaisir et pas uniquement comme un moyen d'arriver à mes fins. Super. Bah, merci beaucoup Jean d'avoir répondu à toutes les questions. C'était très 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 intéressant. On a vu vraiment on a appris plein de choses, des choses en effet où on se dit ah ouais ça il fallait y penser, tu vois. Et ben merci à toi vraiment. Je te souhaite vraiment le meilleur. Tu es vraiment une belle personne et continue à inspirer la jeunesse. Je pense que comme tu dis, c'est ça le principal, d'avoir des gens sur terre qui puissent inspirer les autres et parfois, je suis certain que tu as des transformations de vie grâce à toi, des gens qui sont remis sur le droit chemin en te voyant à la télé. Bravo à toi. Et voilà, dans le public, ils disent voilà, c'était top, merci ce partageant. Oui, c'était top. Voilà, c'est merci à vous deux. Enfin, voilà, merci beaucoup Jean. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler, c'était vraiment super. Voilà, on va quitter le live, on se garde juste encore 3 minutes après ensemble et merci à tous, toute la communauté. Voilà, essayez de retenir ce que Jean a dit pour pouvoir l'implémenter dans votre vie. Et voilà, parfois il y a des gens, on voit pas leur tête, hein, mais Facebook user, donc merci pour ce partage. Voilà, je pense que tu as fait l'unanimité. Voilà, merci Jean, voilà. Bon, merci à tous, je coupe le live, à très très vite. Au revoir tout le monde. Et salut à tous. Merci.